Bonjour, nouvelle édition de l'information, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur la TV7. Au sommaire de cette édition, tout comme une centaine d'autres pays, le Togo prend part à la conférence générale de l'UNESCO, représentée par son ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Majesté Iou Ateba. Ce dernier est revenu sur le système éducatif du pays ainsi que les réformes en cours. Le compte rendu dans un instant. Nous parlerons également santé dans cette édition. Près de 6% de la population togolaise souffre de l'asthme selon le plan sanitaire de développement couvrant la période de 2018 à 2022. Que faut-il savoir exactement sur cette pathologie? Des éléments de réponse tout de suite. Et au-delà de nos frontières, dimanche, Guillaume Soro, l'ancien Premier ministre ivoirien en exil depuis 2019, a annoncé y avoir désormais mis un terme à l'ancien collaborateur d'Alassane Ouattara compte rentrer en Côte d'Ivoire. Pour l'heure, la date reste inconnue. Restez avec nous, sa déclaration est à suivre. Et puis, malgré les tensions au sein de la classe politique avec une opposition qui réclame le report du scrutin présidentiel censé avoir lieu dans 3 jours exactement, André Rajoelina, le président malgache sortant, reste convaincu de sa victoire et envisage déjà son agenda post-électoral. C'est tout pour les grandes lignes de cette édition. Restez avec nous, les précisions, c'est tout de suite. Rebonsoir et bienvenue. Depuis le 9 novembre dernier, le Togo participe activement à la foire commerciale intra-africaine qui se tient actuellement au Caire, la capitale égyptienne. Le Togo y est représenté à travers certains de ses entrepreneurs locaux. Autre rendez-vous auquel le Togo ne manque pas, c'est la conférence générale de l'UNESCO qui siège actuellement à Paris, la capitale française. Elle réunit les représentants de tous les États membres qui disposent chacun d'une voix et définit l'orientation et la ligne de conduite générale de l'organisation. Représentant le Togo, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Majesté Iou Ateba, est revenu sur le système éducatif togolais ainsi que sur les réformes en cours. Ceci pour nous représente un défi, un challenge important parce que pendant longtemps, nous avons eu à former de façon générique sans vraiment toucher du doigt les enjeux de demain. Il s'agit pour le Togo de faire le diagnostic des secteurs porteurs qui permettent aux diplômés de s'insérer rapidement et durablement sur le marché de l'emploi. Fin de citation. Ce sont les propos du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Iou Ateba. L'officiel évoquait les enjeux, initiatives et efforts du Togo dans le secteur de l'éducation à l'occasion de la 42e session de la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO. En effet, face à la réalité de l'inadéquation formation-emploi, il est urgent de répondre aux questions du futur tout en veillant à la qualité de l'enseignement. Nous avons plein de personnes qui sont allées à l'école. Et quand ils sont allés à l'école, à la fin de leur parcours, ils ont un papier sur lequel on a écrit son nom et son prénom. On a mis un cachet et une signature. On dit, bon, voilà ton diplôme. Malheureusement, ce papier ne lui sert absolument à rien. Parce que la question est de savoir qu'est-ce que tu peux faire. Travailler, c'est satisfaire un besoin. Le besoin d'un individu, le besoin d'une institution, le besoin de l'État. C'est en fonction de cela qu'on se forme. En termes d'efforts, l'on note 2 principaux projets consacrés à l'éducation par l'État togolais, notamment la politique de révision des réformes orientées vers les métiers prioritaires et l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Notons que récemment, un outil de suivi a été mis en place pour apprenants et diplômés de l'enseignement technique et de la formation professionnelle afin de mesurer le taux d'insertion, évaluer le rapport formation-emploi, ajuster l'offre de formation professionnelle et de mettre en place des programmes adéquats pour renforcer l'employabilité des jeunes. Pour information, ces travaux ont débuté depuis le 7 novembre dernier et réunissent des délégations de plus de 150 pays et devra se dérouler jusqu'au 22 novembre prochain. Le reportage précédent était signé Promise Bomegbe et Kofi Kligé. Toute autre actualité à présent, parlons santé. Les morsures régulières de serpents dans le nord du pays ont interpellé le syndicat national des praticiens hospitaliers du Togo. Une tournée dans les centres de santé
de la région centrale a révélé que toute la région sanitaire de la centrale ne disposait que de 14 flacons de sérum anti-venimeux. Les précisions avec ce récit signé Kofi Kleke. L'assurance maladie universelle AMU sera dans sa phase opérationnelle à partir de janvier 2024. Cependant, la situation des centres de santé du pays ne rendra pas facile la mise en place de l'assurance maladie universelle. Selon le syndicat national des praticiens hospitaliers du Togo Synfot, une tournée dans les formations sanitaires du pays laisse voir des manquements graves sur la forme et sur le fond des formations sanitaires. Ces manquements vont de l'accueil réservé aux patients dans les centres de santé au manque d'infrastructures en passant par les conditions de travail. Le syndicat dénonce une paupérisation du personnel soignant aggravée par l'absence d'infrastructures. Dans les hôpitaux, les produits pharmaceutiques se font rares. Le personnel soignant n'est pas en nombre suffisant proportionnellement aux zones. Plus précisément, le Synfot s'est aussi intéressé à la pénurie de sérum antivenimeux SAV dans les régions où la morsure de serpent est régulière. Actuellement, au centre de santé de Meaux, seulement 5 flacons de SAV sont disponibles. Un flacon au CHP Tchaoudjo, 2 au CHR Sokodé, 2 à Blita, 2 à Sotoubois et 2 à Tchamba, ce qui fait un total de 14 flacons de SAV pour toute la région centrale. Et toujours dans le registre sanitaire, et ceci selon le plan sanitaire de développement couvrant la période de 2018 à 2022, élaboré par les autorités togolaises, près de 6% de l'ensemble de la population togolaise souffrirait de l'asthme, une maladie caractérisée par l'inflammation des voies respiratoires. Le sujet a fait l'objet d'un reportage avec l'avis d'un spécialiste. Voici le compte rendu signé Gloire Lodonou à travers la voix de Jessica Rallo. L'asthme est une maladie chronique qui affecte les voies respiratoires et qui se manifeste par des crises de toux, des sifflements et des difficultés à respirer. Au Togo, environ 500 000 personnes sont atteintes de cette maladie, soit près de 6% de la population. Sous ces différentes formes, les facteurs prédisposants à l'asthme sont multiples. On note différentes formes d'asthme. Il y a l'asthme dans sa forme typique que tout le monde connaît, qui commence depuis l'enfance, et l'asthme induit par l'effort qu'on rencontre chez les sportifs. Il faut dire que l'asthme présente 2 composantes, une composante génétique et une composante environnementale. Parlant de la composante génétique, il faut dire que des études ont démontré qu'un enfant a un risque de 10% de développer l'asthme si aucun des parents a l'asthme. Le risque est de 25% si l'un des parents a l'asthme et le risque est de plus de 50% si les 2 parents ont l'asthme. Quant à la composante environnementale, ce sont des facteurs environnementaux, notamment les infections virales, les allergies respiratoires et des irritants des voies aériennes, notamment l'exposition au tabac par exemple. Donc, pour qu'un sujet développe l'asthme, il faut, dans la majorité des cas, que les 2 composants se rencontrent. C'est-à-dire, il faut la composante génétique, un sujet qui est prédisposé à développer l'asthme, puis être exposé à ces facteurs environnementaux. Malgré sa cherté, des traitements de l'asthme sont disponibles. Le traitement de l'asthme présente 2 volets. Il y a un traitement de la crise et le traitement de fond. Le traitement de la crise, ça repose essentiellement sur les bronchodilatateurs de courte durée d'action qu'on connaît habituellement, la ventoline, et le traitement de fond qui a pour objectif de contrôler de façon optimale l'asthme. Du coup, ce dernier repose sur les corticoïdes stéroïdes inhalés. Ce sont des spécialistes, les pneumologues, qui ont l'habilité de manipuler ces produits et savent comment l'introduire, comment régler, parce que on cherche une dose minimale pour un effet optimal. Du coup, ce sont les pneumologues qui savent comment suivre un patient asthmatique et savent comment initier le traitement, comment suivre, comment augmenter la dose ou comment diminuer la dose en fonction du résultat qu'il a. Cependant, au-delà du fond génétique de la maladie, il importe d'agir sur les facteurs modifiables. Il faut donc éviter les infections virales et l'exposition au tabac, que ce soit de manière active ou passive.
Puis, avant de s'envoler pour l'actualité au-delà de nos frontières, sachez que la compétition de danse traditionnelle Bobobo, lancée en juin dernier, a atteint sa phase finale avec les équipes Kekeli, Nutifafa, Amenuveve et Novici se qualifiant pour la dernière étape prévue pour le 25 novembre prochain. Mais pour l'heure, nous étions à la demi-finale et voici le compte rendu signé Harold Messon-Atto et de Bernard Quinvy. Lancé le 17 juin dernier avec une cérémonie en présence de la population, la compétition de danse traditionnelle Bobobo est désormais sur sa dernière ligne droite. Des 32 équipes en lice au démarrage de la compétition, seuls Kekeli de Kebotwe, Ntifafa de Kebo Agblodome, Amenuveve de Tove Ahwadjo et Novici de Tove Djigbe ont réussi à se hisser jusqu'à la finale. Le moment idéal pour les organisateurs de l'événement de rappeler son rôle. Peut-être d'abord de promouvoir la compétition, de sortir ça de funérailles, des manifestations de mariage et autres, et de faire de cette danse-là une danse élaborée avec une bonne chorégraphie, avec des chansons bien composées, qui parlent avec des messages qui concernent notre pays, qui concernent notre continent et qui concernent toute la population togolaise. Je crois que nous sommes en train d'atteindre ce but. La compétition a permis de rassembler la population et d'attirer des personnes de différentes localités autour de la promotion de la culture. Non, c'est formidable, c'est formidable. Moi, je viens de Lomé. Je suis effectivement conseiller municipal du Golfe 1 de Lomé. Mais j'avoue que ce que je viens de voir ici, c'est impressionnant et ça me donne des idées. La promotion de la culture de notre pays, franchement, je tiens à féliciter les promoteurs. La finale se déroulera le 25 novembre sur le terrain de football d'Agome-Kodji. Actualité au-delà du Togo, hier dimanche, Guillaume Soro, l'ancien Premier ministre ivoirien en exil depuis 2019, a pour une nouvelle fois exprimé son désir de rentrer au pays. Ce fut à travers une allocution filmée et postée sur son compte Twitter récemment rebaptisé X. Le compte rendu de sa déclaration, le voici. L'ancien Premier ministre ivoirien Guillaume Soro a affirmé dimanche son intention de rentrer chez lui. Condamné à la prison à perpétuité en Côte d'Ivoire, l'ex-chef de la rébellion est en exil depuis 2019. Je n'irai pas plus loin dans mon exil. Je refuse d'être un fugitif. D'autant plus que, devant Dieu et les hommes, je ne suis coupable d'aucun forfait qui mériterait un tel châtiment. C'est pourquoi j'annonce, ici et maintenant, que je mets fin à mon exil. Dans une vidéo sur Internet, Guillaume Soro affirme clairement ses vœux de retrouver les siens et contribuer à la paix. De M. Emmanuel Macron pour agir ainsi. Je veux vivre dans la quiétude avec ma famille, mes proches et ceux que je chéris le plus. Je veux pouvoir contribuer à la réconciliation des fils et des filles de mon pays et apporter ma pierre à l'édification de la paix, de la concorde entre les peuples d'Afrique. L'ancien bras droit du président Alassane Ouattara accuse aussi les autorités ivoiriennes. M. Ouattara a tenté de m'arrêter à l'aéroport d'Istanbul et de m'extrader par la procédure d'urgence en Côte d'Ivoire le 3 novembre dernier. Ceci n'est pas discutable. Pour l'instant, aucune réaction officielle de la Côte d'Ivoire. Rappelons que Guillaume Soro a déjà connu un retour avorté en décembre 2019. Et l'on vient d'apprendre que Guillaume Soro, l'ancien Premier ministre ivoirien, est à Niamey, où il a été accueilli par le général Tiani. Nous y reviendrons dans une prochaine édition. Autre actualité à présent au Gabon, la junte militaire au pouvoir envisage rendre le pouvoir aux civils en 2025. C'est l'information qui a été rendue officielle dans la journée de ce lundi par un porte-parole du pouvoir militaire. Il sera donc organisé des élections présidentielles et législatives en août 2025, ceci selon un calendrier indicatif qui devra être validé par une conférence nationale prévue pour avril 2024. Solennellement. Au Gabon, les élections présidentielles et législatives auront lieu en août 2025.
Ce calendrier électoral doit encore passer sur la table de la conférence nationale prévue en avril 2024 avant d'être validé par toutes les forces vives de la nation. C'est ce lundi à Libreville que le porte-parole de la présidence de la transition, Max Olivier Obamudang, a levé un coin de voile sur ce chronogramme officiel de la transition adopté en Conseil des ministres. Depuis leur prise de pouvoir, les militaires avaient été très peu prolixes sur leurs ambitions politiques. Après le 30 août qui avait vu la réélection d'Ali Bongo puis l'annulation du scrutin, les généraux arrivés au pouvoir avaient invoqué des élections manifestement truquées et un pouvoir corrompu dans l'entourage familial et proche de l'ancien chef de l'État. Brice Oligui Nguema, l'ancien chef de la garde présidentielle devenu président de la transition, avait alors promis de rendre le pouvoir aux civils par des élections. Direction Ouganda à présent, Yoweri Museveni, l'actuel président du pays, reste ferme en ce qui concerne des hommages à rendre à Idi Amin Dada, ancien dictateur décédé en Arabie Saoudite. Le président ougandais s'est une nouvelle fois opposé à une initiative allant dans ce sens. Il est reproché à Idi Amin Dada d'avoir été un dirigeant cruel. Voici le compte-rendu. Faut-il réhabiliter l'ancien dictateur Idi Amin Dada, décédé il y a 20 ans en Arabie Saoudite, et rapatrier sa dépouille en Ouganda? Personnage fantasque et cruel, Idi Amin Dada, inspiré des documentaires, des films et de nombreux romans, l'Afrique et le monde auraient sans doute gagné à ce qu'il ne fût qu'une fiction. 300 000 personnes auraient perdu la vie durant son règne sur l'Ouganda de 1971 à 1979. Même si Amin Dada laisse un souvenir amer de ces 8 années passées au pouvoir entre terreur, massacre de la population et torture, des militants ont tout de même tenté d'organiser une conférence à la mémoire du dictateur, aussitôt interdite par le gouvernement de Yoweri Museveni. L'actuel président ougandais, dont le groupe rebelle faisait partie de ceux qui ont chassé Amin avec l'aide de troupes tanzaniennes, rejette régulièrement la mémoire de son prédécesseur et l'a même qualifié de dictateur primitif. Il n'existe aucun monument à la gloire d'Amin Dada à Kampala, la capitale, où aucune rue ne porte son nom. Et pendant ce temps, la situation humanitaire reste critique en Somalie. Au moins une trentaine de personnes sont décédées et des milliers ont été contraints de quitter leur domicile. Une situation due à une série d'inondations occasionnées par de fortes précipitations qui s'abattent sur le pays depuis le début du mois d'octobre. Voici les images pour vous. Au moins 31 personnes sont mortes et quelques 500 000 autres ont dû quitter leur habitation en Somalie en raison d'inondations dues à des pluies incessantes. La Somalie connaît depuis octobre de fortes pluies dues au phénomène météorologique El Niño qui ont inondé habitations et terres agricoles. Les plus importantes destructions ont eu lieu dans la région de Gedo dans le sud et dans celle de Iran au centre où la rivière saisonnière Chabel a submergé des routes et emporté des habitations dans la ville de Beledweyne. La Somalie est confrontée à des inondations qui n'arrivent qu'une fois par siècle. La situation est exacerbée par l'impact combiné d'El Niño et du dipôle de l'océan Indien. Dans exactement 3 jours, le peuple malgache devra se rendre aux urnes pour élire son prochain président. Une élection qui se tiendra sur fond de tension entre le parti au pouvoir et l'opposition politique qui réclame une annulation du scrutin. Pendant ce temps, Andry Rajoelina, le président malgache sortant, reste confiant en ce qui concerne sa nouvelle mission post-électorale. À Madagascar, la campagne présidentielle tire à sa fin. Moment choisi par le président sortant Andry Rajoelina pour prendre la parole. Candidat à sa propre succession, mais surtout critiqué sans relâche par l'opposition pour sa nationalité française depuis 2014, l'ancien disc jockey apparaît très décontracté. J'ai tout fait pour rattraper le retard de développement de Madagascar. Nous avons construit et bâti des infrastructures proche de la population, dont la population... Puis Andry Rajoelina se projette dans l'avenir avec de nombreux défis qu'il entend relever après le 16 novembre prochain. Maintenant, les défis sont énormes. Donc il y a encore beaucoup de choses qui restent à faire, entre autres la création d'emplois, l'intégration des jeunes, tout ce qui est filets sociaux. Tout ça, ce sont les défis que je devrais m'atteler dans les années à venir.
Et pour terminer, le président sortant de Madagascar réagit aux contestations portées sur sa candidature par l'opposition depuis plusieurs semaines. La communauté internationale va choisir le chemin de la stabilité. L'opposition aujourd'hui, ils veulent le chaos. Ils emmènent la population dans la rue, à l'insurrection, mais ils n'arrivent pas. Pourquoi je vous le dis? Parce que la population, ils me soutiennent. De retour au Bercail pour Palais Sport, à la 4e journée du championnat national de football s'est disputée le week-end dernier. À l'arrivée, Gomido s'offre à Semassi de Sokodé et demeure le leader intouchable pour le moment. Pendant ce temps, Dito de Lomé s'enfonce davantage avec une 4e défaite. Le compte rendu avec le récit signé Bernard Quinvy. Bonne moisson pour Gomido de Kpalimé en ce début du championnat national de football de première division. Au cours de la 4e journée disputée ce week-end, les poulains du coach Abalo Dossé ont enregistré leur 4e victoire en autant de matchs. Face à Semassi de Sokodé, les Showboys sont allés faire la différence par 2-1. Deuxième défaite en 4 matchs pour l'AS Seka. Les chauffeurs de la Cosa ont été battus par Unisport de Sokodé. 1 pour ASCK et 2 pour Unisport. Espoir de Zio à domicile a fait voler en éclats Doumbé de Mango sur un score lourd de 4-1. La saison devient de plus en plus compliquée pour le dynamique togolais Dito de Lomé. En déplacement à Neho pour y défier Bourg-le-Sous-des-Lacs, les robots rouges ont courbé les chines face aux requins mâles 0-1. Tambo de Dacha enchaîne avec une seconde victoire de suite en battant l'AS Bina par 2-1. Match nul de 2 buts partout entre Bikenti de Bassar et l'AS OTR. Les champions en titre Asco de Kara épingle Entente de Lomé 1-0. C'est le même score qui a sanctionné le duel Lassé Barracuda et Kakadle de Doufelgou. Dans le classement, Gomido de Kpalimé est en tête avec 12 points. 2 points le séparent du club de Dacha Tambo FC qui a 10 points et se positionne à la 2e place. AS Barracuda est 3e avec 7 points. Au bas du tableau, Bikenti est 15e avec 1 point. Dito, bon dernier, 16e avec 0 points. Ce sera donc tout pour l'actualité de ce soir, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, mais sur le canal 272. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de soirée.